Mais ce dont on va parler ce soir, c'est de comprendre et de prévenir le cancer. Et ma présentation va être divisée en 3 segments différents. La première partie, ça va être d'abord de comprendre ce que c'est le cancer. Et pour comprendre ce que c'est le cancer, il faut le mettre dans une perspective globale. Une année typique aux États-Unis, il y a 652 000 personnes qui meurent des maladies cardiovasculaires, 550 000 qui meurent du cancer. Aux États-Unis, c'est encore les maladies cardiaques la première cause de mortalité. Au Canada, c'est le cancer depuis plusieurs années. De quoi meurt-on? Bien, la première cause de mortalité depuis longtemps, c'est le cancer. Il y a 17 000 personnes par année qui meurent du cancer, 15 000 qui meurent des maladies cardiovasculaires, les homicides, les déficiences nutritionnelles, le VIH, c'est une centaine de personnes. C'est vraiment ça qui nous tue, c'est ce dont on devrait avoir peur. Au Québec, c'est 100 nouveaux cas de cancer diagnostiqués par jour et 50 morts par jour. C'est un lac mégantique par jour, les mortalités par cancer. Ça, c'est des données du National Center for Health Statistics aux États-Unis. Ça va vous faire sourciller au départ. Si on regarde les statistiques de taux de mortalité par maladie entre les années 50 et 2005, les années 50 en jaune, 2005 en orange, pour les maladies cardiaques, on a pu réduire la mortalité de 64 %. Pour les accidents vasculaires cérébraux, de 74 %. Pour les grippes et les pneumonies, de 58 %. Pour le cancer, 5 %. On va se donner une définition un peu formelle du cancer. Qu'est-ce que le cancer? Le cancer, c'est causé par une prolifération cellulaire clonale qui survient suite à des mutations qui confèrent un avantage sélectif de croissance. Le cancer, c'est une tumeur, c'est une maladie de l'hyperprolifération cellulaire. Lorsque un ovule de votre mère a été fécondé par un spermatozoïde de votre père, cette cellule-là s'est divisée de multiples fois et aboutit à un corps humain qui est constitué d'environ 100 000 milliards de cellules. Ce processus-là, c'est un processus qu'on appelle la différenciation. À partir d'une cellule, on forme les 200 quelques types cellulaires qui constituent un corps humain. Une des signatures du cancer, c'est la dédifférenciation. Et c'est la raison pour laquelle, en pathologie, on regarde des cellules atypiques au niveau de la pathologie parce que la caractéristique de la cellule a perdu son sens. Donc, c'est une sélection qui donne un avantage d'hyperprolifération. Ces 100 000 milliards de cellules-là, certaines vont devenir des cellules de votre œil, d'autres vont devenir des globules blancs, d'autres vont devenir des cellules musculaires. Elles ont toutes le même génome, mais elles choisissent d'exprimer certains des gènes pour donner une expression qui fait qu'une cellule devient musculaire, osseuse ou intestinale. Et il y a 6 grandes signatures scientifiques du cancer. La division continuelle, la caractéristique d'une cellule cancéreuse, c'est de se reproduire de façon non contrôlée. Il n'y a pas de réponse aux signaux d'inhibition que les autres cellules vont lui donner. Elles sont capables d'échapper à l'apoptose. L'apoptose, c'est le suicide cellulaire, c'est la mort cellulaire programmée. Lorsqu'une cellule devient anormale, vous avez des mécanismes de défense à l'intérieur de vos cellules qui disent à cette cellule-là, suicide-toi, tu es anormal. Or, un des gènes qui provoque ça, c'est un gène qu'on appelle P53 et c'est un des gènes les plus mutés dans les cancers. Donc, une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui a perdu son contrôle de qualité qui l'empêche de se suicider. L'angiogénèse, c'est l'hyperprolifération des vaisseaux. Les cellules cancéreuses sont immortelles et la cellule cancéreuse va se déplacer à l'intérieur des autres tissus et c'est ce qui donne les métastases. En fait, en clinique, 90 % des décès par cancer sont causés par des métastases. La cellule primaire a donné des colonies. C'est l'équivalent des colonies au 19e siècle. C'est les colonies qui sont responsables des décès en clinique. Il y a des termes qui sont associés au cancer. La perte de structure qu'on appelle l'anaplasie, le défaut de maturation qu'on appelle la dysplasie et la prolifération excessive qu'on appelle l'hyperplasie ou la néoplasie. Et c'est lorsqu'on voit ça dans une coupe de tissu en clinique, en pathologie, qu'on est capable de signer, d'établir qu'un tissu est devenu cancéreux. On va tout de suite clarifier quelque chose. Le cancer, c'est une maladie qui est causée par des mutations de vos gènes. Il y a une différence toutefois, et la confusion pour la majorité des gens qui ne sont pas en médecine ou en sciences, la majorité des gens vont confondre génétique et héréditaire. Le cancer est une maladie génétique, mais très peu héréditaire, parce que ces défauts-là sont rarement héréditaires. Ils le sont dans certains cas. Pour
le gène du rétinoblastome chez les enfants, un cancer de l'œil, le gène BRCA1 pour le cancer du sein, sont des gènes transmis par les parents. Mais dans la majorité des cas, les mutations qui vont vous donner le cancer sont causées par des erreurs qui se produisent lorsque vos cellules se divisent ou pendant le développement fœtal pour les leucémies pédiatriques, ou provoquées par des agresseurs toxiques, la fumée de tabac, les ultraviolets, les virus, ou créées par des mauvaises habitudes de vie que sont l'alimentation, le surpoids et la sédentarité, et ainsi de suite. Au départ, donc, c'est donc une maladie causée par des gènes, mais comme on va le voir, très peu héréditaire dans son ensemble. Des études faites avec des jumeaux identiques et des jumeaux non identiques où on compare quelle est la proportion du jumeau identique qui a exactement les mêmes gènes que son jumeau. Si un des jumeaux fait un cancer, quelle est la proportion des autres jumeaux qui font des cancers? Quand on regarde ça avec des dizaines de milliers de jumeaux identiques, on s'aperçoit que la contribution globale de l'hérédité, c'est d'environ 10 %. C'est pas beaucoup. On s'attendait à beaucoup plus que ça avant qu'on fasse ces études-là. Si vous prenez certains cas de leucémie chez les enfants, si un des jumeaux fait une leucémie, il y a juste 5 % des jumeaux identiques qui vont faire la même leucémie. Et encore plus important, les enfants adoptés ont le profil de cancer de leurs parents adoptifs et non pas de leurs parents biologiques. Donc, le cancer est une maladie génétique, mais avec une composante héréditaire beaucoup plus faible que ce que vous croyez. Qu'est-ce qui fait qu'on développe des cancers? Bien, c'est en bonne partie dû au fait que depuis que vous avez fini de souper, là, vous avez produit des milliards de nouvelles cellules. Ça, c'est le nombre de fois que vos cellules vont se diviser dans votre corps dans une vie humaine. Ce sont des chiffres hallucinants. On produit ça de nouvelles cellules par jour, des milliards de nouvelles cellules, même avec un taux de mutation très faible. Des chercheurs ont calculé qu'un corps humain produit environ, en moyenne, 1 million de cellules précancéreuses par jour. Un cancer, au départ, une tumeur qui se développe, c'est une cellule mutée, qui est en rouge ici. Et au fil du temps, cette cellule-là, vu qu'elle se divise mieux que les autres, elle va remplacer les cellules du tissu et va devenir un cancer cliniquement déclaré. Ce que la recherche des 20 dernières années a montré, c'est que pour la majorité des cancers chez l'humain, entre ça et ça, il va s'écouler pas des semaines, pas des jours, des décennies. Vous allez comprendre. Il y a toutes sortes d'études qui ont montré ça, je vais vous en mentionner juste une. Il y a des pathologistes américains qui ont pris des patients décédés de causes non cancéreuses. Crise cardiaque, diabète, hypertension, accident de la route, sauf de causes cancéreuses. Avec les autorisations de ces personnes-là, les personnes avaient donné leur corps à la science, on fait des coupes de tous les tissus, puis on regarde les cellules précancéreuses dans ces tissus-là. Si vous faites ça pour des gens entre 40 et 50 ans, le tiers des femmes ont des tumeurs dans les seins. 40 % des hommes ont des tumeurs dans la prostate et 98 % des gens en haut de 40 ans ont des microadénomes dans la thyroïde. Donc, vous êtes tous porteurs de tumeurs. On est tous porteurs de tumeurs. Quand le cancer est diagnostiqué, généralement, en moyenne, on peut dire que la taille, c'est autour de 1 cm3. C'est la grosseur du bout de votre doigt. Ça représente 1 milliard de cellules cancéreuses. Ce milliard-là vient d'une seule cellule, et c'est la raison pour laquelle une cellule ne donne pas 1 milliard de petites filles en 24 heures. Ça va avoir pris des années et des décennies pour que ce cancer-là devienne cliniquement exprimé. Et là, on a une très courte phase d'intervention thérapeutique. Chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années pour traiter un cancer. Pour vous guérir ou malheureusement, vous allez décéder du cancer. Très courte période d'intervention thérapeutique. Alors qu'ici, on a une fenêtre d'intervention extraordinaire qu'on appelle la prévention et on ne se rentre pas dans la tête qu'on peut jouer un rôle majeur ici. Dans la longue latence qu'une seule cellule nécessite pour donner un cancer cliniquement déclaré. Et quand on regarde les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, des grandes agences de santé publique, c'est pas compliqué. Ça revient que ce soit l'Alzheimer, que ce soit les maladies cardiaques, que ce soit le cancer, ça revient à 5 recommandations. Arrêter de fumer, garder un IMC en 19 et 24, manger le maximum de végétaux. J'ai pas dit fruits et légumes, j'ai dit végétaux. Les légumineuses, les céréales de grains entiers, les épices, les herbes, les aromates, le thé vert, ce pas des fruits et des légumes. Les végétaux, c'est végétaux dont on parle.
Être actif physiquement 30 minutes par jour et réduire votre consommation de produits industriels. C'est donné de l'Organisation mondiale de la santé. Vous appliquez ça dans n'importe quelle population, vous réduisez le diabète de type 2 de 90 %, les maladies cardiaques de 82 %, le cancer et les AVC de 70 %. La réalité au Canada, 20 des patients, des gens fument encore. Les 2 tiers des gens ne mangent pas les portions recommandées de fruits et légumes du Guide alimentaire canadien et les 2 tiers des personnes dépendantes des régions sont en surcharge pondérale. Le Guide alimentaire canadien, pour la majorité des groupes d'âge, c'est 7 à 10 portions. On n'est pas à 5, on est à 7. Là. Une portion, c'est une pomme, une demi-tasse de chou. 7 à 10 portions, juste ça, vous allez perdre du poids. Parce que c'est énorme. La majorité des gens ne le font pas. Revenons au cancer. C'est dans les années 80 qu'on a commencé à comparer les taux de mortalité et de prévalence et d'incidence du cancer dans les populations à l'échelle mondiale et qu'on s'est aperçu qu'en rouge, c'est 4 fois plus qu'en vert. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie, nous étions les champions internationaux de la prévalence du cancer. Si on compare ça à certaines régions d'Asie, d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est, normalisées pour l'âge et l'espérance de vie, évidemment, ça veut dire qu'en moyenne, les Occidentaux ont fait 4 fois plus de cancers que d'autres régions du monde. Mais plus encore, dans les mêmes années, au début des années 80, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des migrations importantes des Japonais. Les Japonais ont un système de santé extrêmement aussi perfectionné, aussi évolué que le nôtre, mais ils ont un mode de vie complètement différent. Parce qu'on ne peut pas comparer le Zimbabwe avec les États-Unis, mais on peut comparer le Japon au niveau de la qualité du système de santé avec les États-Unis. Les Japonais, après la Deuxième Guerre, ont migré de façon importante en Amérique et à Hawaï. On a donc des populations japonaises qui vivent au Japon et des populations japonaises qui vivent en dehors du Japon. Commençons par regarder le taux de cancer de la prostate chez les Japonais qui vivent au Japon versus les Nord-Américains. 14 versus 343 en moyenne, c'est 25 fois plus. Messieurs, dans cette salle, vous faites pas 25 25 fois plus de cancer de la prostate qu'un Japonais moyen. Si je n'ai pas l'autre colonne, vous allez me dire c'est héréditaire. Non, ce n'est pas héréditaire. Parce que quand les Japonais migrent en Amérique, aux États-Unis, à Hawaï ou en Europe, le taux de cancer de la prostate décuple. Décuple. Ça veut dire que 90 de ces cancers-là sont lifestyle-related, sont associés au mode de vie. La variation de la prévalence, de l'incidence et de la mortalité des taux de cancer dans des populations migrantes est une indication extrêmement importante du fait que le cancer est associé au mode de vie, à la façon dont nous vivons. C'est une des premières fois dans l'histoire de la médecine moderne qu'on s'est aperçu que la façon dont nous vivons influence la façon dont nous mourrons. Et quand on regarde l'ensemble des données à l'échelle mondiale, des centaines de milliers d'études qui ont été publiées, quand on regarde ce qu'on connaît aujourd'hui en 2013 des causes du cancer, bien, il y en a 2 principales, c'est pas compliqué. Le tabac, on le sait depuis longtemps, pas juste pour le cancer du poumon, mais pour les cancers des voies aérodigestives supérieures, la bouche, le larynx, et ainsi de suite, les lèvres, le palais, c'est une cause majeure. Et l'autre cause, qu'on appelle l'hygiène de vie, mauvaise alimentation, obésité et inactivité. Facteur héréditaire, entre 10 et 15 %, les infections, un 10 % et tous les autres facteurs, c'est de 3, 4, 5 %. Exposition professionnelle, les travailleurs en industrie chimique et ainsi de suite. La pollution dont tout le monde a peur, c'est le petit 1 % ici. On fume, on mange mal, mais on n'a pas de la pollution. Encore une fois, expliquez-moi, quelqu'un, moi je ne comprends pas, parce que ça, c'est des centaines de milliers d'études. C'est ça que les données nous montrent. Et la plus grande étude jamais réalisée sur le lien entre les habitudes de vie et le cancer, ça s'appelle Food, Nutrition, Physical Exercise and the Prevention of Cancer, a Global Perspective. Ça a été publié par le World Cancer Research Institute et l'American Institute for Cancer Research. Ce n'est pas 200 études qui ont compilé ces 500 000 études. Il y a 10 recommandations. Très simple. On exclut le tabac. Là, le tabac, c'était d'office. L'étude ne portait pas sur le tabac, elle portait sur l'alimentation et l'exercice. Première recommandation de 500 000 études. Be as lean as possible. Soyez aussi mince que possible avec un IMC entre 21 et 23. Wow! Même pour le diabète, on ne descend pas aussi bas que ça. On arrête à 25. Première recommandation du Fonds mondial de la recherche sur le cancer, ayez un IMC en bas de 23. Être actif physiquement 30 minutes par jour. Évitez les boissons gazeuses.
consommer une grande abondance de végétaux, réduire la viande rouge à 1 livre semaine, limiter l'alcool à 2 verres pour les hommes, 1 verre pour les femmes, limiter la consommation de produits dans le sel pour les cancers gastriques essentiellement, ne pas utiliser de suppléments pour prévenir le cancer. Je vais le dire tout de suite, si jamais je l'oublie, le seul supplément qui fait exception ici, c'est la vitamine D, D comme dans Denis. On fume, on mange mal, on ne fait pas de sport, mais on va tout guérir ça en prenant des suppléments de vitamines. Ça, c'est ce que l'industrie nous vend, puis elle le vend assez bien parce qu'ils en vendent pour 18 milliards de dollars par année. Les mères devraient allaiter leurs enfants. Et la 10e, quand j'ai vu ça, je suis tombé à bas de ma chaise, c'est la première fois qu'une agence de santé publique écrit une phrase comme ça. Les survivants du cancer devraient suivre les recommandations de nos CCO. On appelle ça de la prévention secondaire. Prévention primaire, vous n'avez pas le cancer, vous faites tout pour prévenir le cancer. Ça, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. Vous avez le cancer, on vous traite. Ça s'appelle le traitement du cancer. Vous avez été traité, vous voulez empêcher les récidives du cancer, ça s'appelle la prévention secondaire. C'est la première fois qu'une agence de santé publique écrit une ligne comme ça. Vous avez eu un cancer, vous avez été traité, vous êtes en rémission, faites la même chose qu'en prévention primaire. C'est important, ça. On ne les avait pas, ces données-là, il y a 5 ans. Et on va les regarder, les grands tueurs par cancer au Canada. Le premier, c'est le poumon. 20 000 personnes par année en moyenne qui meurent de cancer du poumon. 9 000 qui meurent du cancer colorectal. 5 000 qui meurent du sein. 4 000 qui meurent de la prostate. Ces 4-là représentent un impact majeur sur la mortalité par cancer au Canada. Retenez-les, on va les regarder dans l'ordre. Le premier, c'est facile. Poumon, pas compliqué. C'est ça. On veut se tuer, ça prend du temps, mais ça marche. Cigarette, c'est une façon très sûre de se suicider à long terme. Vous ne savez pas si vous allez mourir de maladie cardiaque ou de cancer, mais l'ennemi public numéro 1, ça fait 60 ans qu'on le dit, tous les chercheurs, tous les médecins, toutes les infirmières, tous les travailleurs en santé de la planète, ça reste ça, la cigarette. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Cancer colorectal, le deuxième tueur. 85 est relié au mode de vie. Dans le mode de vie, ce qui a été identifié au cancer colorectal, il y a des facteurs protecteurs. Fruits et légumes en abondance, activité physique et vitamine D. Juste la vitamine D, dans certaines études, c'est 50 de réduction du cancer colorectal. Et des facteurs inducteurs. Vous êtes en surcharge pondérale, vous êtes trop gros, vous mangez beaucoup de viande rouge et vous avez des maladies inflammatoires, maladie de Crohn, colite ulcéreuse et ainsi de suite, vous augmentez votre risque de cancer colorectal. Cancer du sein, ça a été publié cette année. On prend un gros groupe, 31 000 femmes suivies pendant 10 ans. On leur a demandé d'appliquer comme ils le pouvaient les 10 recommandations du World Cancer Research Fund. Adhérence aux 6 principales recommandations du Fonds mondial de recherche sur le cancer est associée à une diminution du risque de 60 si 3 recommandations minimales du World Cancer sont suivies. Les études de déplacement de la prévalence avec l'immigration nous indiquaient un 60-70 mais ça, c'est une preuve assez directe. Juste pour l'alcool, c'est la mauvaise nouvelle, 37 d'augmentation du risque. 37 si ça diminue, ça reste en bas d'un verre. En haut de 2 verres, ça monte rapidement. Et diminution de 21 s'il y a 5 portions de végétaux par jour et diminution de 13 si l'IMC est en bas de 25. Troisième, quatrième, premier poumon, deuxième colorectal, troisième sein, quatrième prostate. Une étude publiée cette année, 2200 hommes, 8 ans de suivi, publiée cette année. Les hommes qui adhèrent à moins de 4 recommandations du Fonds mondial ont une augmentation de 40 du risque de développer des tumeurs. En particulier, limiter la consommation de viande rouge, des aliments à forte densité énergétique et être actif physiquement. Donc, des augmentations de 40 pour le non-suivi des recommandations. Fait qu'on est loin du 20-30 moyen qu'on donne en prévention du cancer. Moi, quand j'ai parlé de prévention du cancer par le mode de vie, les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est à 30 Mais là, on n'est pas à 30 on est à 40 on est à 60 puis on est à 80 C'est important de se rappeler ça. Parce que moi, je vois ça très positivement, des données comme ça. Ça nous dit, ça nous laisse, on a des armes. Donc, on vit avec des tumeurs, des micro-tumeurs, chacun d'entre nous, et en bonne partie, notre hygiène de vie, exercice, obésité, tabac, mauvaise alimentation, fait
qu'on crée physiologiquement dans nos tissus des conditions hostiles ou permissives pour permettre à ces microtumeurs-là d'évoluer vers un stade cliniquement déclaré. C'est comme ça que, globalement, on voit le cancer aujourd'hui à l'échelle mondiale. On a donc des défenses anti-cancer dans nos tissus. Nous sommes dotés d'un grand nombre de mécanismes de défense sélectionnés par l'évolution pour éviter que le cancer ne survienne trop rapidement avant l'âge de reproduction. On est capable de réparer votre ADN quand il est endommagé. On est capable d'induire les cellules mutées à se suicider. Puis on est capable de créer des environnements autour de la cellule cancéreuse qui bloquent sa progression. Ça existe. Le cancer est donc une maladie chronique à prédisposition génétique héréditaire, mais qui est modulée par le mode de vie à 80 %. Et la meilleure façon de comprendre ça, moi, je suis un esprit très simpliste, j'aime ça les exemples simples. La façon de comprendre ça, c'est que l'hérédité, c'est comme une graine. Et une graine qui n'est pas exposée à l'environnement parfait, la bonne terre, la bonne quantité d'eau, la bonne quantité de lumière, n'évoluera pas en plante. Tous ceux d'entre vous qui avaient des jardins, qui avaient fait pousser des plantes, vous le savez ça intuitivement. Ça, c'est votre hérédité. Et même si votre hérédité n'est pas bonne, si vous ne l'exposez pas à l'embonpoint, à la mauvaise alimentation, au manque d'exercice ou au tabac, cette prédisposition-là n'évoluera pas obligatoirement en cancer cliniquement déclaré. Vous comprenez ce concept-là? La conférence est terminée. C'est la chose la plus importante. C'est ça qu'on ne se rende pas dans la tête. On pense que le cancer, c'est causé par le stress. Faux. On pense que le cancer est causé de façon prédominante par l'hérédité. Faux. On pense que le cancer est causé par la pollution. Faux. Tabac, obésité, manque d'exercice, mauvaise alimentation, ultraviolet pour les cancers de la peau, ça donne le cancer, pas les autres. Les gens vont toujours me sortir l'exemple de leur mononcle Armand qui a fumé toute sa vie, qui était trop gros, qui faisait pas de sport, puis qui mangeait mal, puis qui a vécu jusqu'à 90 ans, qui est mort le sourire aux lèvres dans sa chaise berçante. Tout le monde me parle de son mononcle Armand. Mononcle Armand, on ne le voit pas dans les statistiques. L'ensemble des données nous indique que le tabac, l'obésité... Il y a des gens qu'on appelle des super chanceux qui ont tiré dans le pool de la loterie génétique des super gènes qui vont leur permettre de tout faire tout mal, puis de quand même s'en tirer. C'est 2 % de la population. Vous pensez que vous êtes tous ici. Vous êtes ici avec moi, au milieu, statistiquement. Puis à l'opposé, il y a ce que j'appelle des pauvres malchanceux. Des gens qui ont tiré les mauvais numéros à la loterie, qui sont des athlètes olympiques. On parle juste de ceux-là, qui font tout correct puis qui font quand même des cancers. Ça aussi, c'est des pauvres malchanceux. Puis c'est pour eux autres, moi, que j'aimerais consacrer tous mes efforts en cancérologie. Pour ceux pour lesquels on ne peut pas rien faire en prévention. C'est ceux-là qu'on devrait aider. Le problème, c'est qu'on est obligé de travailler ici parce qu'on fume, on mange mal, trop gras, on ne fait pas de sport. Prévenir le cancer par l'alimentation. À l'alimentation, il y a 2 volets. Je vais couvrir le premier volet en premier. La signature de la mauvaise alimentation, de la bouffe industrielle, c'est pas compliqué, c'est la carence en végétaux. C'est rare qu'on mange une soupe de brocoli au cumin lorsqu'on mange un hot dog. On s'entend? Lorsqu'on mange un hot dog, on mange une frite ou une boisson gazeuse. La signature de la malbouffe, c'est la carence de végétaux. Et ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes, c'est que les végétaux ont des molécules qui créent un environnement hostile pour les tumeurs, ce qui fait que leur carence entraîne un environnement cancérogène qui est associé au développement du cancer. À peu près sur Terre, là, ça varie les chiffres, mais on peut estimer qu'il y a entre 300 et 400 000 espèces végétales. Il y en a juste 30 000 qui sont comestibles, dont 4 fournissent 50 % des calories qu'on consomme à l'ère industrielle. Les femmes, les hommes, on est chasseurs-cueilleurs pendant 200 000 ans, Homo sapiens. Les hommes chassent et les femmes cueillent, généralement, dans l'ensemble des chasseurs-cueilleurs. Ce n'est pas les hommes qui ont découvert que le brocoli était bon pour la santé, c'est les femmes. C'est les femmes qui ont toutes découvert. Les femmes ont cueilli et ont goûté aux 400 000 espèces de végétaux. C'est pas le Saint-Esprit qui est descendu du ciel et qui a dit à l'humanité, bois le thé vert, c'est bon pour la santé. Les femmes ont effusé toutes sortes de plantes, ils en sont mortes, ils en sont intoxiqués, ils les ont rejetées et ils ont, sur 200 000 ans, progressivement sélectionné de l'environnement dans lequel ils vivaient quelles étaient les plantes bonnes pour la santé. C'est aux femmes qu'on doit ça. C'est un des plus précieux héritages des femmes à l'évolution de l'homme.
Votre survie dépend de votre capacité à identifier les plantes. Et quand on n'a pas d'aspirine, parce qu'il n'y a pas, on est 200 000 ans avant le développement de l'industrie pharmaceutique, votre seule source de médicaments est d'origine végétale. 50 des médicaments en chimiothérapie sont encore d'origine végétale aujourd'hui. Les végétaux représentent la plus grande banque de chimiodiversité de notre biosphère. Ce n'est pas les animaux qui ont de la chimiodiversité, c'est les végétaux. À cause du fait qu'ils doivent se défendre et le végétal qui au matin commence à activer ses systèmes de photosynthèse, ne sait pas dans la journée quelle sorte d'insectes, de virus, de bactéries qui vont l'attaquer. Il a donc produit, dans ses mécanismes de défense, dans les centaines de millions d'années de son évolution, une grande variété de molécules de défense qui le protègent contre toutes sortes d'autres organismes. Il y a toutes sortes de molécules qui ont été isolées dans les plantes. Il y en a 4 grandes familles, les polyphénols, les terpènes, les composés soufrés, les saponines, qui ont été associés à la protection du cancer. Quand vous parlez d'isoflavones dans le soya, bien, ça correspond aux flavonoïdes qui font partie de la grande famille des polyphénols. Ces molécules-là sont des molécules de défense des plantes contre leurs agresseurs. Et ce n'est que par pur hasard de l'évolution que certaines de ces molécules-là ont des propriétés anticancéreuses. Vous avez une maison, vous avez une serrure chez vous. Si vous me donnez 1 million de clés, vous allez être d'accord avec moi que sur le million de clés, il risque d'en avoir une qui ouvre à peu près correctement votre serrure. C'est pas gros, une clé. Donc, je fais toutes sortes de configurations de clés. Sur 1 million de clés, je vais en avoir une qui ouvre à peu près votre serrure. C'est la même chose avec ces molécules-là. Par les purs hasards de l'évolution, les plantes produisant des dizaines de milliers de molécules différentes, certaines de ces molécules-là sont capables de s'associer à un récepteur qui empêche la prolifération des cellules cancéreuses, ou sont capables de bloquer la cyclooxygénase de type 2 associée au cancer, et ainsi de suite. Vous avez souvent entendu parler des oméga-3. Dans la diète traditionnelle, il y a autant d'oméga-3 que d'oméga-6. Il y a 50 ans, il y a 60 ans, l'industrie agroalimentaire s'est hyper développée autour de 2 gras principaux, l'huile de tournesol et l'huile de maïs surtout. On fait du high fructose corn syrup, on fait du sirop de l'huile de maïs. Ces huiles-là ne sont que des oméga-6, ce qui fait que quelqu'un qui a une alimentation de type industriel a 25-30 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3. Or, les deux, dans des systèmes normaux, aboutissent à des molécules qui sont anti-inflammatoires. Avec une diète industrielle, du fait qu'il y a beaucoup plus d'oméga-6, les métabolites, ce qui est produit par le corps exposé aux oméga-6, c'est des leucotriènes qui sont pro-inflammatoires. Il y a des études faites avec des populations qui montrent que si vous prenez des patients, des Américains, vous leur laissez manger le régime occidental normal, vous mesurez la concentration des 2 molécules les plus pro-inflammatoires dans le corps, l'interleukine 6 et le TNF, et qu'après pendant un mois, vous lui donnez une cuillère à table de graines de lin moulues chaque matin dans leur céréales. C'est simple, ça ne coûte rien. C'est une grosse source d'oméga-3, la graine de lin. Bien, en simplement un mois, vous êtes capable de réduire de 50 les 2 cytokines les plus pro-inflammatoires que le corps humain est capable de produire. C'est la raison pour laquelle certaines régions du monde, de par leur alimentation, ont un niveau d'inflammation qui est pratiquement une fraction de pourcentage de ce qu'on a dans nos sociétés occidentales à cause de toutes sortes de raisons. On retrouve dans des molécules d'origine végétale la même activité pharmacologique que ce qu'on a dans le high-end de notre pharmacopée pour traiter le cancer. Les aliments ne bloquent pas le cancer par des nouveaux mécanismes. Si vous voulez faire sauter un pont, il n'y a pas 10 façons de faire sauter un pont. On dynamite les piliers du pont. C'est plus efficace que de dynamiter le tablier du pont. Si vous voulez bloquer une cellule cancéreuse, une des façons de la bloquer, c'est d'attaquer ses facteurs de croissance et ses facteurs d'invasion qui lui permettent d'infiltrer les tissus. C'est la raison pour laquelle on développe à coût de centaines de millions de dollars, amener un médicament, comme on le fait présentement, entre la découverte qu'on a faite dans notre laboratoire et puis une injection en clinique à l'hôpital, 600-700 millions que ça coûte. Alors qu'on a ça dans le pied de céleri, des activités équivalentes, puis un bouquet de persil.
On a même fait des études à l'hôpital Notre-Dame avec le Dr Barry en radiothérapie où on montre qu'on peut combiner l'irradiation, la radiothérapie avec certaines molécules. Et on montre ici, je n'irai pas dans le détail de ça, si vous combinez l'irradiation avec l'épigalo-catéchine galate, on a un effet sur la mort cellulaire des cellules cancéreuses plus important que si on a simplement l'irradiation. On double pratiquement la capacité de l'irradiation à tuer la cellule cancéreuse, probablement en induisant une radiosensibilité additionnelle au niveau de la tumeur. Un simple aliment comme l'avocat, il y a des chercheurs en Angleterre, il y a quelques années, qui ont fait des extraits, qui ont injecté ça sur un appareil chromatographique à haute performance et qui ont, ils ont isolé toutes ces molécules-là qui sont uniques à l'avocat. Il y en avait à peu près 10 fois plus, mais toutes ces molécules-là ont été montrées comme ayant des activités anticancéreuses. C'est la raison pour laquelle les suppléments ne fonctionnent jamais. Pourquoi est-ce que vous ramenez le jus d'orange à vitamine C? Pourquoi est-ce que vous ramenez la tomate au lycopène? Quand vous mangez une tomate ou un avocat, c'est des centaines de molécules qui sont présentes. Parce que l'avocat, il se défend contre toutes sortes d'insectes, toutes sortes de bactéries, toutes sortes de virus, puis toutes sortes d'herbivores. Puis il n'y a pas, dans votre coffre à outils, vous n'avez pas juste une scie. Vous avez un marteau, vous avez une clé anglaise, vous avez une drill, vous avez toutes sortes d'affaires si vous voulez travailler. C'est la même chose pour la plante. Elle doit se défendre contre des agresseurs multiples. Elle a donc une chimiodiversité intrinsèque. Et nous, lorsqu'on consomme des végétaux, d'un point de vue physiologique, on profite de cette chimiodiversité-là. Et 50 des agents de chimiothérapie qu'on utilise aujourd'hui pour traiter le cancer sont d'origine végétale. Le Taxol, ça a été isolé de l'ivre du Canada. La vincristine, la vinblastine, ça a été isolé de la pervenche. Il y a en pharmacologie ce qu'on appelle l'ethnopharmacologie. Et les grandes compagnies pharmaceutiques investissent des milliards de dollars par année pour explorer la chimiodiversité de la forêt amazonienne, de la forêt africaine, pour essayer de trouver de nouvelles molécules dans de nouvelles plantes qui présentent des activités pharmacologiques importantes. Ça, c'est une diapo importante. Ça, c'est des études prospectives, qu'on appelle en épidémiologie. On prend des groupes de personnes, des fois, c'est des villes entières ou des associations professionnelles, une association d'infirmières, une association d'avocats, par exemple, ou des syndicats, parce qu'il y a des structures qui permettent d'envoyer des questionnaires à tout le monde. On les recrute, des gros groupes, là, 45 000 personnes. Puis pendant 8 ans, on leur demande de consigner par écrit dans des questionnaires chaque semaine qu'est-ce qu'ils ont mangé, quelle sorte de sport ils font, s'ils ont des enfants. Ils comptent leur vie dans un questionnaire précis. Là, on regarde, après 8 ans, 10 ans, quels sont ceux qui ont développé des cancers, quels sont ceux qui n'ont pas développé, puis qu'est-ce qui, au niveau du questionnaire, correspond à une diminution ou une augmentation du risque de développer une maladie donnée. Vous me suivez? Ça s'appelle une étude prospective. On fait ça avec des ordinateurs. Quand vous faites ça, avec 47 909 personnes, ça, c'est pas Joe Blow publié à l'Université de Ouagadougou. C'est le chef de l'épidémiologie de Harvard qui a publié cette étude-là. 45 000 personnes suivies pendant 8 ans. Ceux qui consomment 3 petites portions de légumes de la famille des choux, choux-fleurs, brocolis, par semaine, pas par jour, font 50 moins de cancer de vessie. Pas 5 50 Chacune de ces lignes-là ici, chacune de ces études-là, thé vert ici, 69 710 personnes suivies pendant 8 ans. Ceux qui consomment 3 petites tasses de thé vert par jour. Petite tasse chinoise, c'est 100 millilitres. C'est 57 moins de cancer colorectal. Le plus spectaculaire, le pire cancer chez l'humain, cancer du pancréas, évolution fulgurante, évolution ultra rapide, pratiquement pas de chimiothérapie qui fonctionne, pratiquement pas de chirurgie qui fonctionne, un cancer fulgurant. Vous prenez 81 000 personnes, vous les suivez pendant encore 8-10 ans. Ceux qui consommaient 3-4 portions de légumes très verts par semaine font 75 moins de ce cancer-là que les autres. Dans la même étude où on voit 25 de protection par les agrumes pour le cancer de l'estomac, on ne voit aucun effet protecteur des agrumes sur le cancer colorectal, ou sur le cancer du pancréas, ou sur la leucémie myéloïde chronique. Pourquoi? Parce que ces molécules-là, comme la chimiothérapie, agissent de façon spécifique sur un cancer. On ne donne pas la même chimio pour tous les cancers,
Et ce n'est pas tous les végétaux qui vont agir de la même façon sur tous les cancers. Il y a une signature moléculaire des végétaux qui est associée à une réponse épidémiologique sur certains cancers. La grande étude, quand je vous demandais un aliment, vous me citeriez probablement la tomate pour le cancer de la prostate. Dans la même étude où la tomate protège de 25 du cancer de la prostate, la tomate n'avait aucun effet sur le cancer du côlon, du pancréas puis de la vessie. Pourquoi? Parce qu'il y a des chercheurs qui ont pris du lycopène, de la tomate, ils l'ont marqué avec un marqueur radioactif pour le suivre. Ils ont donné un verre de jus de tomate à boire aux patients et ils ont suivi dans les tissus, par différentes méthodes, la distribution tissulaire du lycopène. Et devinez quoi? Un des tissus où le lycopène s'accumule, c'est dans le tissu prostatique. Ce qui fait qu'on a une biodistribution de la molécule qui fait que sa concentration pharmacologique dans un tissu donné est plus élevée que dans les autres tissus. Et comme en pharmacologie, c'est la dose qui fait l'action pharmacologique, on a une action anticancéreuse au niveau du tissu prostatique qu'on n'a pas dans les autres tissus. Vous me suivez toujours? C'est comme ça qu'on explique progressivement ça. Les recommandations globales des agences de santé publique, c'est manger des fruits et des légumes. Mais les données populationnelles, les données de laboratoire, les données de la recherche de pointe vont beaucoup plus loin que ça. Pour certains aliments, il n'y a pas d'études qui ont montré que la banane protégeait d'aucun cancer ou que la mangue avait une action anticancéreuse. Dans les études, on va en parler tout à l'heure, c'est toujours les mêmes. Ceux que vous n'aimez pas. Le chou, l'ail, les légumineuses, le thé vert, c'est toujours les mêmes. Que ce soit pour l'Alzheimer, que ce soit pour n'importe quel cancer, c'est pas 50, là, c'est une dizaine. C'est pas parce que j'aime le chocolat puis le thé vert qu'on a mis ça là-dedans. Là. C'est parce que c'est ceux, dans les études populationnelles, qui ressortent comme ayant une action, parce que leur concentration relative en molécules phytochimiques est plus élevée que dans les autres. Quand vous prenez une patate, là, c'est de l'eau puis de l'amidon à 90 95 du poids de la patate. Mais quand vous prenez 1 gramme de thé vert, c'est le tiers du poids sec qui est constitué de polyphénol. Pas 0,01 33 Quand vous prenez une tasse de thé qui a 1,5 g de thé, vous vous mettez dans le sang, dans vos liquides interstitiels, 500 mg de polyphénol. C'est énorme. Et c'est ça qui fait qu'il y a une action pharmacologique. Donc, si vous dites « je mange des fruits et des légumes » versus quelqu'un qui n'en mange pas, mais les fruits et légumes en question, c'est des patates, puis de la laitue iceberg, puis des bananes, bien, il y a juste votre portion de brocoli puis de la tomate dans la journée qui a une action anticancéreuse, ce qui fait que vous ne verrez pas l'action. Mais si la même personne mange les mêmes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portions de fruits et légumes, mais là, c'est surtout des crucifères, des agrumes, des aliacées puis des bleuets, bien là, la protection va augmenter de façon proportionnelle. C'est ça que les études épidémiologiques nous indiquent. Et dans ces aliments-là, bien, vous les savez, c'est ceux-là qui ressortent de façon plus importante. La grande famille des choux, la grande famille des aliacées, les légumes très verts, certaines légumineuses, le lin, évidemment, le tomate, le curcuma est une des molécules les plus anti-inflammatoires. La curcumine, c'est une des molécules les plus anti-inflammatoires du monde biologique, et ainsi de suite, le thé vert. Troisième volet de la présentation, le rôle du surpoids. L'autre volet de la mauvaise alimentation industrielle, c'est l'excès de calories qui amène l'obésité, qui amène le cancer. Quand vous regardez l'évolution de l'obésité, vous pensez que l'obésité, c'est vieux comme phénomène. C'est pas vieux. Ça remonte aux années 80, essentiellement. Si vous regardez vos photos de famille avant les années 80, tout le monde est mince. On est devenu, avec un niveau d'acceptabilité de la surcharge pondérale hallucinant dans nos sociétés, alors que traditionnellement, il n'y en avait pas d'obésité dans les populations. Le taux d'obésité dans les populations des pays en voie de développement, même quand ils sont bien nourris, est extraordinairement réduit. Parce que si vous ne mangez pas d'alimentation industrielle hypercalorique, vous allez avoir beaucoup de difficultés à gagner du poids. Il y a des gènes de prédisposition à l'obésité. Ça, c'est des souris qu'on a dans mon laboratoire. On appelle des souris Obi-Obi. Ils ont une seule mutation dans un gène qui s'appelle le gène de la leptine. C'est des souris qui présentent une prédisposition à engraisser de façon extraordinaire. Donc, on sait depuis longtemps qu'il y a des gens qui engraissent de façon plus facile que d'autres. Comment ça se fait? C'est ça qu'on va regarder dans les prochaines minutes. Quand les historiens regardent les famines à l'échelle de l'histoire humaine, dans la majorité des pays, dans la majorité des moments de l'histoire, il y a eu des famines majeures qui ont décimé les populations. En 10, c'est 90 de la population qui va être décimée. Ça vous semble loin parce que vous vivez dans un pays moderne, industriel, avec des richesses extraordinaires et des sources d'énergie extraordinaires. Mais en Chine, même dans les années 60, 20 millions de personnes sont mortes de faim
pendant les tentatives de Mao Tse-tung d'appliquer les plans quinquennaux et autres programmes de l'URSS à la Chine. Ça a été un échec total. Et 20 millions de personnes au 20e siècle sont mortes de faim. C'est la population du Canada, ça. Cette famine-là aurait eu lieu au Canada, le Canada serait disparu de la carte. Les famines ont donc décimé l'espèce humaine de façon récurrente. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que avant qu'on soit des chasseurs, avant qu'on soit des agriculteurs-éleveurs, il y a 12 000 ans, on a été des chasseurs-cueilleurs. Et un chasseur-cueilleur, pour un chasseur-cueilleur, les périodes d'abondance sont rares. Les bleuets, c'est pas au Provigo ou à l'IGA que vous les achetez. Si vous les cueillez. Puis ça ne dure pas 3 mois, ça dure 3 semaines. N'importe quel fruit, ça dure quelques semaines. Les périodes d'abondance végétales sont rares. Les périodes de chasse sont rares. Les troupeaux de caribous, à moins de les suivre constamment, ils se déplacent. Donc, on estime qu'un chasseur traditionnel, s'il n'y a pas de 12 ou de 30-06, il tue une fois sur 20, une fois sur 15. Vous allez donc marcher beaucoup pour tuer une fois de temps en temps, puis vous allez partager la proie avec votre famille, avec votre tribu, avec votre groupe. Les périodes d'abondance sont donc rares. Parce que la cueillette est difficile, elle est transitoire, elle est aléatoire, et la chasse est encore plus aléatoire. Ce qui s'est passé dans l'évolution, c'est qu'il y a eu tout d'un coup des mutations complètement aléatoires qui ont fait que quelques êtres humains ont développé la capacité pendant la période d'abondance de stocker de façon plus efficace la surabondance calorique associée à la cueillette ou à la chasse dans leur bédaine, dans leur ventre. Une voie métabolique qui a été activée, qui fait qu'à partir d'une quantité donnée de calories, on a pu stocker de façon plus efficace ce qui nous avait été fourni par la nature. Ces mutations-là, on commence à les connaître avec la recherche des dernières années, ont fait que lorsque les famines répétitives ont frappé les deux populations, lui, il n'avait pas de réserve calorique, il est disparu dans l'évolution. Lui, il avait une petite bédaine, probablement très petite au départ, mais suffisante pour lui permettre de survivre à la période de famine. On répète ça pendant 200 000 ans. Qu'est-ce qu'on sélectionne? Une prédisposition à stocker de façon efficace des réserves lipidiques pour nous permettre de survivre aux périodes de famine qui, elles, sont récurrentes. Vous me suivez? C'est parfait dans l'évolution, parce que la carence calorique, c'est une signature de notre évolution dans la majorité des cas. On arrive au 20e siècle et tout d'un coup, on crée par l'industrie ce qu'on appelle un environnement obésogène. On ouvre la porte d'un dépanneur, on ouvre la porte d'un supermarché et tout d'un coup, à partir d'un portefeuille et d'une carte de crédit, ça, c'est pas beaucoup de calories que je viens de dépenser. J'ai pas chassé une mammouth, j'ai pas passé la journée dans le champ à cueillir des bleuets. Je suis sorti une carte de plastique, puis là, je peux acheter des milliards de calories. Moi, je dis toujours, si vous êtes gros, si vous êtes grosse, si vous avez un problème de surcharge pondérale, biologiquement, vous devriez être fier. Parce que moi, je suis fier de vous autres, parce que biologiquement, c'est à cause de vous que l'humanité a survécu. C'est pas à cause des gens maigres. C'est à cause des gens qui avaient une prédisposition à stocker de façon un petit peu plus efficace les rares calories qui étaient disponibles. Le problème, c'est que vous allez devoir travailler plus fort que les autres pour perdre ces mêmes calories-là. C'est comme ça qu'on voit ça. Il y a deux grands principes pour le contrôle de l'obésité. Le principe que vous connaissez, la balance, la débalance énergétique. Vous rentrez de l'énergie sous forme de protéines, d'hydrates de carbone et de gras, quels qu'ils soient, et vous ne brûlez pas ces calories-là. Et une portion de l'énergie est dépensée et le reste est stocké sous forme de graisse. C'est la balance énergétique. Si vous engraissez, quel que soit votre âge, c'est que vous ne brûlez pas les calories que vous consommez. C'est très simple, c'est métabolisme 101. C'est aussi simple que ça. Quel que soit, si vous avez une fournaise, puis que vous rentrez des gallons d'essence, puis vous rentrez plus vite les gallons d'essence dans votre maison que votre fournaise les brûle, vous allez vous ramasser avec un surplus de gallons d'essence dans votre maison. Puis il n'y a personne qui aime ça, avoir des gallons d'essence dans la chambre à coucher de ses enfants. Chaque livre de graisse, ça, c'est une livre de graisse. C'est ça que ça ressemble. Ça, c'est une livre. Vous me dites, j'ai juste 10 livres de trop. 2, 3, 4, 5. Et vous pousserez ça dans la thyroïde, vous paniqueriez.
il vous pousse 25 fois ça dans le ventre, puis vous paniquez pas. Ça fait paniquer tous les chercheurs, puis tous les médecins de la planète à peu près. Ça, c'est le tabac du 21e siècle. Ça, c'est l'ennemi public numéro 1, puis ça, c'est l'ennemi public numéro 2. On a de la misère à se rentrer ça dans la tête. L'obésité, et il y a des données récentes, même chez les obèses qui ont des profils métaboliques adéquats, le taux de cancer est augmenté. Chaque livre de graisse que je viens de vous montrer nécessite, pour s'alimenter, le développement de 400 km de capillaires sanguins. Vous avez 10 livres de trop, vous avez 4000 km additionnels de capillaires sanguins. Vous n'avez pas besoin d'un doctorat en physiologie pour comprendre que si vous demandez à une pompe qui s'appelle le cœur de pomper un fluide qui s'appelle le sang sur 4000 km de plus, vous allez fatiguer peut-être un petit peu plus votre système cardiovasculaire. La santé cardiovasculaire et le cancer est associé à un problème d'obésité. Et l'autre hypothèse, c'est la débalance hormonale qui fait que, en fait, c'est ça qui est pas mal favorisé aujourd'hui. On pense que l'augmentation du glucose sanguin favorise évidemment le relâchage d'insuline et que l'insuline favorise l'accumulation du tissu adipeux par les adipocytes. Si vous avez un poids santé, vous brûlez les calories que vous consommez. C'est pas compliqué. Quand on engraisse, c'est simplement qu'on consomme plus de calories qu'on en brûle. Et malheureusement, dans les 50 dernières années, on a eu une industrie qui a hyper développé des aliments à haute densité calorique et en même temps, on s'est sédentarisé au niveau populationnel. On joue moins au hockey qu'au football, puis de sport chez les jeunes qu'on en faisait il y a 25-30 ans. Et cette débalance-là, si vous ne brûlez pas les calories que vous consommez, vous allez les stocker sous forme de réserve de triglycérides dans l'abdomen. C'est le gras viscéral qui est problématique. Certains produits industriels disponibles sur le marché, des thés, des cafés glacés l'été, des laits triple chocolat de McDonald's contiennent jusqu'à 1140 calories, 42 cuillerées à thé de sucre. Une boisson gazeuse, c'est 150 calories. Vous voulez brûler cette boisson-là, vous devez marcher 40 minutes. Vous prenez 2 boissons gazeuses, vous allez marcher 1h30 avant de vous coucher. Une livre de poids corporel, c'est 3500 calories. Une livre de graisse, 3500. Une boisson gazeuse, 150 calories. 3500 divisé par 150. En un mois, si vous ne brûlez pas la boisson gazeuse que vous buvez, en prenant votre hamburger, vous avez une livre de graisse dans la bédaine. C'est aussi simple que ça. C'est plus compliqué que ça, mais si on le regarde d'un point de vue global, c'est à ça que ça ressemble. Si on ne brûle pas les calories qu'on consomme, on les stocke. Et un simple snack de milieu d'après-midi d'une boisson gazeuse, d'un petit sac de croustilles, de quelques morceaux de friandises, c'est 650 calories, c'est 160 minutes, 8 minutes de marche. C'est plus facile de faire attention à ça. Quand vous avez soif, buvez de l'eau. C'est 0 calories. 0. Et il y a des études qui ont montré que le fait juste de prendre de l'eau, souvent on pense qu'on a soif, en fait on est déshydraté, le fait de prendre de l'eau, ça diminue notre apport calorique. S'hydrater davantage ne fait pas maigrir, pas l'eau qui fait maigrir, là, mais le fait de boire de l'eau, ça induit une distension gastrique, ça induit des signaux de réponse au niveau des neuropeptides qui contrôlent votre appétit puis votre faim, qui fait que vous allez moins manger. Les pays qui n'avaient jamais connu d'obésité ont maintenant des taux d'obésité qui rejoignent celui des Nord-Américains. Et l'exemple le plus spectaculaire à l'échelle mondiale, c'est un pays fabuleux, où plusieurs d'entre vous êtes allés, qui s'appelle le Mexique. En 1989, le pourcentage de personnes en surpoids au Mexique, c'était 10 %. 11 ans plus tard, c'est 60 %. En 11 ans, le pourcentage de la population de surcharge pondérale a été multiplié par 6 fois au Mexique. Et comme le diabète de type 2 est à 90 % associé à surcharge pondérale, on a eu une augmentation de 700 % du diabète de type 2 dans la population mexicaine. Je vous rappelle, quand je donne des conférences sur le diabète, sur le syndrome métabolique, je vous rappelle que vous pensez surcharge pondérale, vous pensez toujours aux obèses morbides parce que ça vous consolide, ça vous rassure dans votre petite poignée d'amour et la petite bedaine que vous avez. Mais pour le diabète de type 2, même dans ce qu'on considère comme étant un profil santé en bas de 25, si vous êtes en bas de 23, puis si vous passez à 25, vous multipliez par 3 fois votre risque de diabète. Et aussitôt que vous dépassez 25,
vous multipliez 10 fois puis 20 fois, ça monte de façon hallucinante. De toutes les maladies, évidemment, celle qui est le plus associée à surcharge pondérale, c'est le diabète de type 2. Mais évidemment, l'obésité, c'est un facteur de risque majeur pour l'augmentation des cancers. Après le tabac, c'est le facteur de risque le plus important. L'obésité quadruple, triple le cancer de l'endomètre chez les femmes. 60 des cancers de l'endomètre se retrouvent chez des patientes sans surcharge pondérale. Ça triple le cancer de l'œsophage. De tous les cancers, il y a 2 cancers qui ont subi une évolution dans les 40 dernières années. Le premier, cancer du poumon chez les femmes qui ont commencé à fumer au moment où on commençait à travailler. Les femmes ont fait les mêmes erreurs que les hommes avaient fait, ont fait les mêmes bonnes choses, mais ils ont fait les mêmes gaffes aussi. Et la gaffe, c'était de commencer à fumer. Et on a une augmentation spectaculaire du cancer du poumon chez les femmes. Le deuxième cancer qui a le plus augmenté, augmentation de 300-400 dépendant des régions du monde, c'est le cancer de l'œsophage, qui est associé à l'obésité et à la surcharge pondérale. Ça double le cancer du rein, ça double le cancer du foie, cancer du côlon, cancer de l'estomac. Vous paniquez avec l'alcool pour le cancer du sein, c'est 10 d'augmentation. Mais vous ne paniquez pas avec 100 d'augmentation pour le cancer, ces cancers-là. Expliquez-moi. Je ne comprends pas. L'industrialisation, la globalisation de la malbouffe, c'est un des facteurs majeurs pour lesquels on a une explosion à l'échelle mondiale parce que l'industrie de la malbouffe et de l'hypertransformation a même subventionné certaines recherches pour comprendre comment est-ce que le cerveau réagissait à l'apport de nourriture. Et aujourd'hui, on a une bonne idée, c'est pas juste le goût. Il y a des signaux qui sont associés à la vision, à l'odorat. C'est des signaux très complexes au niveau de toutes sortes de structures cérébrales. C'est pas juste les circuits dopaminergiques, toutes sortes de structures cérébrales dans le cerveau qui fait qu'on est capable. Il y a beaucoup de chercheurs qui voient notre dépendance à certains produits industriels un peu comme l'équivalent de la dépendance à la nicotine ou à certaines drogues. L'industrie de l'hypertransformation industrielle, la malbouffe, a des budgets complètement disproportionnés en publicité par rapport au budget de santé. En 2004, le budget national de lutte à l'obésité aux États-Unis, c'était 4 800 000 $. Le budget de McDonald's, pour donner un exemple en publicité, c'était 614 millions. Si vous combinez les chaînes de restauration rapide, ça donne 2 318 millions. C'est 500 fois le budget du gouvernement américain de lutte à l'obésité. Alors, qui pensez-vous qui est en train de gagner la guerre dans la lutte à l'obésité? Les gouvernements ou l'industrie de l'hypertransformation? On perd la guerre sur tous les fronts. La taille moyenne la plus vendue des vêtements de femmes en 60, c'était 8. En 2000, c'est 14. Et la taille moyenne des muffins, des boissons gazeuses, des croustilles, des hamburgers a triplé dans les 40 dernières années. On n'est pas devenu gros dans les 40 dernières années parce que nos gènes ont muté. Ça prend des milliers d'années, des centaines ou des milliers ou des dizaines de milliers d'années de sélectionner un gène. On a engraissé parce qu'on a une industrie qui a augmenté la taille de ses portions. Et quand on écoute la télévision, quand vous écoutez le Super Bowl, c'est pas The Broccoli Producer of North America qui se nomme. C'est Tostitos, c'est Doritos, c'est les boissons gazeuses. C'est une industrie qui a une marge de profit immense qui peut se permettre de réinvestir une fraction de sa marge de profit pour vendre plus de produits. Et cette débalance-là entre l'immense ressource des moyens financiers d'une industrie et le fait que, comme citoyens, on doit payer les conséquences du développement des maladies chroniques associées à la consommation de ces produits-là. Le remède miracle, c'est l'exercice, l'activité physique. Évidemment, dans certains cas, est associé à une réduction de l'adiposité, mais on ne bouge pas pour perdre du poids. On bouge parce que ça a toutes sortes d'impacts. L'exercice est anti-inflammatoire, ça augmente les fonctions immunitaires, ça joue sur la réponse à l'insuline. Et c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui fait que l'activité physique est de façon irréfutable associée à une réduction de l'incidence et de la prévalence des cancers. Pour certains cancers colorectal et sein, c'est très, très, très clairement documenté. Et le rôle majeur de l'activité physique, ce n'était pas le thème de ma conférence de ce soir, mais il y a beaucoup de chercheurs qui regardent ça sur la planète, c'est en train de devenir de façon extrêmement importante. L'épidémie d'obésité, c'est une conséquence globale, alors que la solution est relativement simple pour toutes les maladies chroniques. La solution des maladies cardiovasculaires, du diabète et du cancer est extraordinairement la même.
augmenter notre consommation de légumes et de fruits, de céréales et grains entiers, d'huile d'olive, de légumineuses, de noix, de graines, de poissons gras, épices, aromates. En Occident, on donne le goût avec le gras, le sucre, le sel. Traditionnellement, on donne le goût avec les épices, avec les herbes et avec les aromates, qui sont tous des produits végétaux. En consommant ces produits-là, on augmente notre chimiodiversité physiologique et on diminue notre probabilité de développer des maladies chroniques. Avoir ça comme hygiène de vie, c'est avoir ça comme impact sur sa santé. C'est la raison pour laquelle il faut le faire. L'industrie, les Américains dépensent 1 000 milliards de dollars par année en nourriture. 90 de cette dépense-là est pour des produits industriels. C'est pour vous donner une idée de la proportion du débat qu'on a. Il y a le chiffre, c'est à peu près 6 ans. Il y a 12 milliards de dollars en publicité pour les aliments pour les enfants. Et les 6 marques de commerce les plus reconnues par les enfants de 2 à 5 ans à travers le monde, c'est Cheerios, McDonald's, Pop-Tarts, Coke et ensuite Disney, Barbie. 4 de ces 6-là sont des aliments de l'hypertransformation industrielle. Donc, on conditionne les enfants très jeunes à aimer des aliments industriels plutôt que des aliments issus de l'agriculture ou de l'élevage. Pour vous donner un exemple, publicité et profit, Kraft, 500 millions de dollars en publicité, 32 000 millions en profit. C'est comparable aux cigarettiers en termes de profit et en termes de publicité. Quand vous avez une industrie qui génère des milliards en profit, c'est évident que même si vous n'investissez qu'une faible proportion en publicité, vous avez une marge de manœuvre qu'aucun gouvernement ne peut se permettre d'avoir. C'est la raison pour laquelle la réponse à l'épidémie d'obésité, à l'épidémie, à la prédominance du cancer comme cause de mortalité, c'est dans la prévention au niveau citoyen, au niveau populationnel. Alors, je vous remercie de votre attention. On peut passer à la période de questions. Comment mettre en valeur l'expérience de nos aînés?